Salut les néo-autonomistes. Alizé et Johan, de l'association Chemin de Fer, nous embarquent en Ariège dans leur univers low-tech. Nous avons visité leur atelier fixe, leur atelier itinérant et leur grange hors réseau qu'ils autonomisent grâce à l'expérience acquise ces dernières années. Auteurs et formateurs, ils nous présentent leur système pensé pour être simple, efficace et durable. Récup, outils manuels, énergie sobre, ici on fabrique, on transmet, on transforme. Ce concentré d'ingéniosité vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Bonjour Alizé, bonjour Johan, merci de nous recevoir en Ariège. On est à l'association Chemin de Fer, on va parler low-tech. Vous êtes auteur entre autres, vous avez fait beaucoup de démonstrations aussi sur le low-tech. Je vais vous laisser vous présenter plus en détail. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment ça se fait que vous êtes arrivé en Ariège, parce que vous n'êtes pas ariégeois de base? Bonjour, moi c'est Alizé. Et moi, c'est Johan. Donc, on a passé 5 ans en itinérance dans un camion jusqu'à arriver à Saint-Ain, donc au fin fond de l'Ariège, où on a installé un atelier pour conduire des recherches autour de la low-tech et aussi s'implanter dans une vie de village, avoir une activité artisanale et vivre de la manière la plus agréable possible pour nous. Voilà. On va parler aussi autonomie, Alizé, parce que tu m'avais dit plusieurs fois, on a cet atelier qu'on a déjà présenté, mais on veut aussi montrer de l'autonomie pour un petit habitat. Outre cet atelier que vous voyez ici en Ariège, on a une demi-heure d'ici. On a une grange qui est isolée des réseaux, donc on n'est ni relié à l'électricité ni à l'eau. Elle est accessible seulement à pied par une piste et on a dans cet endroit, on a une zone test, on va dire, d'autonomisation avec des systèmes low-tech pour viabiliser cette grange. Et donc il n'y a pas le choix, quand on est hors réseau, de toute façon, il y a un moment où il faut trouver un système. Il faut trouver une alternative et c'est ce qu'on est en train de tester dans cet autre lieu. Johan, on parlait de low-tech et je vous demandais c'est quoi votre vision du low-tech pour... Est-ce que déjà, vous deux, vous avez la même vision de ce qu'est la low-tech? Je pense qu'on a à peu près la même Assez vision. raccord. Une définition qui semble assez honnête, c'est des objets qui répondent à nos besoins, nos justes besoins. Donc ça demande déjà de pouvoir évaluer ces besoins, que ce soit en termes énergétiques, alimentaires ou ménagers. C'est des objets qui sont durables, c'est-à-dire qui sont faits avec des matériaux qu'on peut produire de façon plutôt durable ou recyclée, et des objets qui sont réparables. Voilà. Donc ça c'est un peu les 3 piliers d'un objet dit low-tech. Ensuite, maintenant, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur le sujet des low-tech. Moi, je suis designer industriel de formation. J'ai beaucoup travaillé en région parisienne dans des lieux partagés, donc des Fab Labs. On a pas mal travaillé à mettre au point des lieux avec des dynamiques autour de la fabrication. L'idée, c'est de dire que en reprenant capacité à fabriquer, on va être capable de s'autonomiser. Donc on s'autonomise face aux gros producteurs de mobilier, si on est capable de faire du meuble. On est capable de s'autonomiser face à des fournisseurs d'énergie électrique, si on est capable d'installer des panneaux solaires. Donc ça, c'était vraiment l'ambition. Et petit à petit, en fait, on s'est juste rendu compte qu'on habitait en plein Paris et qu'on avait envie de vivre autrement. Et on a rencontré la low-tech donc, dans les ateliers partagés, où en tant que designer, on s'est dit, non, mais on n'a pas envie de travailler pour l'industrie. On a envie de travailler justement pour quelque chose qui est plus souhaitable et plus durable. On a fait la rencontre du Low-Tech Lab quand ils se sont montés et on a commencé à réfléchir à comment toutes ces solutions qui paraissent être des systèmes D et de la super bidouille, qui sont souvent utilisés dans des pays bien éloignés de chez nous, où il y a des contraintes économiques, climatiques, sociales qui sont dures. Qui pourraient nous arriver peut-être un jour? Peut-être pas dans ces extrêmes-là, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, comment ces technologies dont on a vraiment un aperçu bidouille en Occident, comment les faire accepter
au grand public parce qu'en fait, c'est des bonnes solutions. Et que c'est comme ça qu'on arrivera globalement à... Enfin, en tout cas, on a le sentiment que c'est comme ça qu'on arrivera globalement à une résilience sociale. Pour moi, la low-tech, en effet, c'est quelque chose... On ne va pas construire des systèmes pour remplacer ce qu'on a actuellement. Maintenant, on a un confort qui est lié à une opulence électrique, énergétique. Le but, c'est pas de s'en passer, mais vraiment d'avoir un complément. Et ces systèmes low-tech peuvent permettre de réduire un peu sa consommation et allié à ce qu'on a déjà au quotidien, ça va permettre d'aller vers une résilience un peu plus consciente, peut-être, sans toutefois se dire que le but, c'est de revivre au Moyen-Âge. On n'en est pas sur ce genre d'extrême, mais dire qu'allié à des systèmes au courant aujourd'hui, ça permet de donner un aperçu et une envie plus résiliente en général. Et c'est quoi tes études? T'es partie sur quoi là-bas? Moi, j'ai une formation en design d'intérieur à l'école Boulle et après, je me suis spécialisée dans du textile. Et après avoir travaillé plusieurs années en agence d'architecture en tant que coloriste, là, je me suis spécialisée vraiment sur les matériaux, quels matériaux appliquer à un projet et comment rendre plus esthétique, on va dire, et cohérent les systèmes qu'on fait ensemble. On en parlait du coup. Typiquement, ça, c'est une éolienne qui a été sourcée donc, à Dakar par le Low-Tech Lab pendant une expédition nomade des mers. C'est fait avec des moteurs d'ordinateur ou de photocopieurs récupérés. C'est des petits moteurs pas à pas, du coup. En mettant des pales, on produit un courant alternatif qui est après, en fait, transformé dans un petit boîtier. Il y a un tout petit peu d'électronique. Ça nous permet, avec les gamins, de faire une initiation au travail électronique et à d'où vient l'électricité, d'où vient, tu vois. Donc on produit une très très faible quantité d'électricité et après dedans en fait on a des redresseurs de tension qui nous permettent de faire soit du courant en continu, soit du courant 12 volts, soit du courant 6 volts et des bananes pour charger de l'USB quoi. T'arrives à avoir du 12 volts Ah ouais, on arrive à avoir du 12 volts, c'est juste qu'on charge à 0,001 ampères. Donc ta batterie de bagnole, tu vas mettre 6 mois à la recharger. Mais c'est possible. L'ambition en fait de ça, c'est pas de dire qu'on va être autonome en utilisant une petite éolienne. C'est juste que dans la cour d'une école, en chargeant une pile et en raccordant une ampoule, les gamins, ils comprennent comment on fabrique l'énergie électrique. Ils ont appris à utiliser des planes, des rabots, des scies à main, des choses comme ça. Et ils allument une ampoule dans la cour de l'école. Ça sert stricto à rien. Mais par contre, c'est énorme en termes d'apprentissage et de réaliser que c'est pas quand on appuie sur le switch on-off que le courant est produit, quoi. Tu dis ça sert à rien. À partir du moment où tu es hors réseau, si tu as quelque chose comme ça peut aider à faire une ouverture pour une petite... Nous, cette éolienne, on la branchait par exemple sur l'échelle arrière du camion. Et dans le camion, on la raccordait, on avait directement une prise en USB. Une éolienne comme ça, pour charger un téléphone, ça fonctionne. Parce que tu as un courant de charge qui est assez faible, mais si tu fais du 6 volts, tu vois, on arrive à charger un téléphone sur une nuit où il y a un peu de vent, quoi. Ça, c'est pas un problème. Donc c'est avec ça que vous avez tourné, avec le camion dans lequel vous avez dormi, et ça, c'est votre atelier? Voilà notre grosse boîte à outils. C'est ce qui nous permet d'aller sur des lieux et d'avoir sur place tout ce qu'on a besoin pour fabriquer les différents systèmes qu'on fabrique avec d'autres. Okay. Ce qui nous a beaucoup servi, c'est cette machine qui est toujours à l'intérieur de la remorque. C'était la première machine à pédales qu'on a mise au point. C'est sur la base d'une ancienne machine à coudre Singer. On a enlevé la bielle manivelle avec l'axe qu'on a remplacé par un volant d'inertie, qui est un poids Décathlon. On a changé les courroies en cuir par des mécanismes de vélo et des chaînes de vélo. Et ici, on peut changer différents outils. Là, il y a une meule, mais après, on peut régler un lapidaire droit. Et on a une petite scie à chantourner qui permet de faire des découpes en angle dans de la matière. C'est quelque chose qui nous sert toujours aussi en démonstration. Les pièces de vélo sont assez faciles pour les enfants, pour comprendre les différents rapports et comment les choses qu'on utilise tournent et fonctionnent. On a essayé de faire de la scie circulaire. Donc, on a pris des scies circulaires avec énormément dedans pour avoir peu de contraintes. On passe des plaquages de 5 mm max avec la scie circulaire. C'est des trucs où il y a beaucoup de résistance. Par contre, la chantournée, ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça, et tout ce qui est... Après, tu peux, en fait, ici, tu vois, en sortie, on a un axe, du coup, qui vient tourner. On utilise comme à dialyser beaucoup de pièces de vélo, parce que ça nous permet, un, de faire de la récup, et deux, d'avoir une lecture fluide du mécanisme. C'est la même chose que ce qui se passe, grosso modo, dans une perceuse.
C'est des jeux de démultiplication, de vitesse et de couple. Et en fait, dans une perceuse avec des tout petits engrenages hélicoïdaux, tu n'y comprends rien. Donc là, l'idée, c'était de casser un peu cette boîte noire et d'avoir tout le mécanisme apparent. On est en chaîne jusqu'ici. Et après, en fait, ici, on repart sur de la courroie parce que la courroie, ça nous permet d'avoir des démultiplications vitesse-couple énormes. Là, par exemple, on a une poulie qui fait une 60aine de dents. Donc ça permet d'accélérer vraiment le mouvement. Et donc sur cet axe-là, qui est un axe qui va venir tourner très vite, et ben, on peut même mettre un petit flexible, genre flexible de Dremel, tu vois, parce que comme les outils sont très petits, il y a moins de contraintes dessus, donc ça tourne très vite et ça fonctionne bien. Plus l'outil va être gros, plus on va être dimensionné gros. Des machines comme ça, on en a celle-ci, c'est celle qu'on a utilisée beaucoup dans la remorque. Nous, il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement, et c'est inhérent au mouvement low-tech, mais aussi au mouvement des Fab Labs et tout ce qui est globalement fabrication participative, c'est la dimension open source. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a tutorialisées, qu'on a mis en notice et qu'on laisse libre d'accès. C'est une machine qui fonctionne normalement avec une bielle manivelle. Nous, on a changé la bielle manivelle pour 2 raisons. Déjà, ça nous faisait super mal au tibia, parce qu'on n'a pas les jambes de nos grands-mères, clairement. Et la deuxième chose, en fait, c'est que l'action de bielle manivelle, je le répète avec les mains, mais avec les pieds, tu fais comme ça. Tu vois, il y a un espèce de truc comme ça. Ce qui fait que, de manière... tu as du mal à utiliser tes mains stables pour utiliser un outil en sécurité. Donc là, avec une pédale droite, en fait, tu fais un mouvement unilatéral comme ça. Voilà. Et ça te permet de mieux utiliser tes mains stables. Donc nous, on s'assoit, il y a un mouvement unilatéral avec un ressort, et ça, c'est un pédalier de vélo. Donc dedans, il y a un axe. Dedans, il y a un moyeu, un axe de réparation, on appelle ça de pédalier. Donc c'est quelque chose qui se visse, donc on le met dans un bloc de bois. Là, c'est un grand pignon qui nous renvoie à une roue libre, parce que comme ça, tu vois, ça nous permet de faire ce mouvement et de remonter la pédale. Là, il y a une première accélération, parce que tu fais un grand plateau sur un petit pignon. Donc on divise le nombre de dents du grand plateau par le nombre de dents du petit, ça nous donne un ratio. C'est exactement comme le vélo. Et ici, la roue libre, qui est sur un moyeu de roue arrière. Donc nous, on utilise cette pièce de vélo parce que ça nous permet après de venir refaire un disque en bois et de fixer un grand plateau. Donc ça, je ne sais plus combien il y a dedans dessus, mais c'est un grand plateau qui nous permet, là, juste au niveau de l'axe, de refaire une accélération. Parce que du coup, on a la petite roue libre et le très grand plateau. Ici, on vient avec ce très grand plateau, du coup, entraîner un poids. Le volant d'inertie, ça nous permet de lisser le mouvement. Donc nous, on a utilisé un poids Décathlon qui est pareil sur un moyeu de roue arrière qui nous permet du coup de remettre dessus des pignons. Le volant d'inertie sur cette machine, il fait 10 kg. On n'est pas sur quelque chose qui produit de l'énergie ou qui emmagasine beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si j'arrête de pédaler et que je mets un outil en contrainte, la machine, elle va vite... Ah non, elle va vite s'arrêter. Voilà. Mais par contre, quand tu es dans l'utilisation et que tu pédales, ça permet de lisser le mouvement et ça permet de ne pas avoir trop d'à-coups et ça permet quand même de la faire fonctionner un petit peu seule. Ici, du coup, on a une transmission à chaîne qui vient jusqu'à un petit pignon. Donc là, on a très peu de changements de couple. Et là, on vient en courroie. Donc la courroie, on l'utilise parce qu'il y a des démultiplications possibles qui sont très très importantes. Et on peut changer le sens des courroies. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire une priorisation à la vitesse, ici je vais faire tourner une poulie avec un grand nombre de dents qui va se renvoyer sur l'arbre où il y a l'outil avec une poulie avec un petit nombre de dents. Donc c'est exactement la même chose que les ratios VTT. Si je veux faire une priorisation au couple, c'est-à-dire faire tourner plus lentement mais plus fort, eh ben je vais changer ça. Je vais mettre ma grosse poulie qui est ici, je vais la mettre sur l'axe directement et ça permet du coup de régler un petit peu la vitesse. Là après ici, cet axe-là, il est monté sur des paliers à roulement qu'on voit ici, là, tu vois, ces petits paliers qui sont là. On les voit, Catherine ? Oui. Ah, c'est bon. Bah, on les voit aussi ici d'ailleurs, ils sont tous montés là. Et ça nous permet en fait de très rapidement changer les outils. Ce qui fait que, en fait là, tu vois, quand on lance la machine, c'est aussi pour ça qu'on est repassé en courroie. C'est que quand tu travailles,
Ça veut dire que tu peux facilement enlever ça, c'est pas plein de graisse, c'est pas des chaînes, tu vois. Et ici, on va pouvoir, quand on change l'outil, on défait pas ça. Ah bah voilà, parfait, merci Alizé. Voilà, ça c'est la petite scie circulaire. Et ben la petite scie circulaire, elle est montée sur un axe avec sa poulie. On change tout l'axe. On change tout l'axe et comme ça, en fait, ça nous permet d'avoir plein de grains de meule, plein de choses différentes. Et dans la remorque, on a une caisse avec tous nos axes, tous nos outils. Et en effet, c'est une machine qu'on a beaucoup utilisée. Et tu vois, pour la scie circulaire, on a à la fois l'outil, à la fois une lumière. C'est de base, ça? Ça, c'est d'origine. C'est comme ça sur les machines Singer. En fait, tu sais, ça permet de lever la machine pour parfois la ranger ou tu vas faire de la maintenance. Et on les a gardées comme ça. Au lieu de mettre, nous, d'autres types d'attaches, ça veut dire que potentiellement, on peut remettre la machine Singer de... C'est un hack, ce que vous appelez un hack. Voilà, ça, c'est un hack. Excellent. Avec Alizé, du coup, on est très complémentaires dans nos manières de travailler parce qu'on ne travaille pas sur la même chose. Donc même si on donne des ateliers et on fait des choses communes, moi je vais beaucoup plus travailler sur tout ce qui est technique et fabrication, tandis qu'Alizé va travailler beaucoup plus sur la forme, les matériaux à employer et la communication. Donc en fait, ça nous permet des zones de liberté et ça nous permet de nous épanouir tous les deux dans notre activité. C'est lequel des deux qui, une fois que vous avez trouvé comment faire, qui arrive à le répertorier, dessiner, l'expliquer C'est assez complémentaire. Yoann va plus être dans le dessin et faire les plans. Et moi, je vais être sur la mise en page de la notice ou de prendre des photos, communiquer en vidéo et le restituer. Donne naissance, on va dire, à l'objet et Alizé le fait vivre. Tu vois. Excellent. Donc, voilà, ça nous permet d'avancer et surtout de trouver un rythme qui est agréable pour nous, quoi. Celui-là, il va vous être très utile. C'est pas que un objet pour la démo. Donc ça, c'est un poêle bouilleur. C'est un objet qu'on va installer à la grange, qu'on va vous présenter un peu plus tard. Ça permet de chauffer de l'eau sanitaire. Donc on relie le poêle avec une entrée et une sortie d'eau. Ça va chauffer l'eau avec un serpentin en inox annelé. Et ça va permettre de faire une mini chaudière sans l'utilisation de l'électricité. Quand on veut chauffer de l'eau sanitaire, on va venir réchauffer un échangeur thermique. C'est toujours le même principe, que ce soit avec du feu de bois ou que ce soit avec du soleil. On réchauffe un échangeur thermique qui fait tourner un fluide qui va jusque dans un ballon avec un échangeur thermique. Donc en gros, là, pour le poêle bouilleur, donc on va dire qu'on a ce corps-là, donc nous, on l'a fabriqué avec des bouteilles de gaz. Ici, j'ai une chambre de combustion. Toc. Donc moi, je vais venir charger mon combustible par là. Donc c'est la même chose dedans, en fait, c'est un poêle roquette avec une double combustion des fumées qui fonctionne un peu comme un petit poêlito. Je ne sais pas si ça te parle. Voilà, donc là, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc tu as, hop. Ça, c'est fait avec des extincteurs. Donc en gros, il y a une circulation d'air qui se fait comme ça. Donc, là, il y a mon combustible. Et les flammes, la chaleur, elle vient faire ça. Et en fait, pour s'échapper, elle doit faire tout le tour pour s'échapper par le bas. Voilà. Il y a du coup très peu de fumée qui ressort. Je vais le faire sur le côté pour qu'on le voit bien. Donc les serpentins. Ça me fait penser un peu au poêle de masse. C'est exactement la même chose qu'un poêle de masse, sauf que dedans, il n'y a pas de masse pour que la chaleur elle soit la plus vive possible. Mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui consomme pas trop de bois, qui chauffe très vite et qui permet de du coup faire monter en température vite un échangeur thermique et un volume d'eau. Quand tu dis vite, juste pour qu'on se fasse une idée, c'est l'eau Quelques minutes. Là, après, on a fait des tests sur celui-là. On l'a pas encore relié au ballon. On pourra vous montrer le ballon. On a fait des tests sur des réservoirs d'une vingtaine de litres. On monte l'eau à 40 degrés en 5 minutes, quoi. Sur 20 litres. Et avec quoi on boit à peu près pour un fagot, quoi. Ça va très vite. Après, là, les tests qu'on a fait, c'est de l'eau qui passe en direct dans l'échangeur thermique. Là-dedans, on risque d'utiliser du glycol parce qu'en fait, il y a un point d'ébullition qui est
beaucoup plus haut que l'eau, donc ça te permet de monter le fluide très chaud, quoi. Donc tu peux avoir un fluide qui circule à 150, 160, 170 degrés dans tes tuyaux, alors que l'eau, à 170 degrés, c'est de la vapeur que tu fais tourner, quoi. Donc là, après, ici, dedans, autour du foyer principal, on a un serpentin qui vient se mettre comme ça, qui s'enroule. On a à peu près 10 mètres de serpentin. Donc là, j'ai une entrée, une sortie. Donc là, mon serpentin, il tourne sur la paroi extérieure. Il n'est pas collé directement au tuyau pour éviter de refroidir trop le conduit. Parce que si on refroidit trop le conduit, on va avoir un très mauvais tirage. Ce genre d'objet, à installer dans des maisons, parfois on a un fantasme de se dire moi je vais juste mettre des tuyaux autour de mon poêle à bois et banzai. Sauf qu'en fait, si tu fais passer de l'eau froide autour d'un poêle à bois, tu refroidis la fonte, tu refroidis le poêle et du coup tu vas avoir un moins bon tirage. Ça va marcher, mais tu as un moins bon tirage. Donc en fait, tu as une combustion qui va être sale, qui va charger beaucoup de microparticules, tu as une fumée qui est très noire. Là, on a une fumée, quand il est en fonctionnement, on a une fumée qui est transparente. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas, il y a moins. Europe confirmed. Je sais pas comment dire. C'est ça, c'est certifié. Certifié Europe. C'est certifié Europe. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai un ballon d'eau chaude, voilà, qui est un ballon classique, que nous, on est venu hacker. On a enlevé la partie résistance, on a mis une entrée, une sortie, et dedans, j'ai un serpentin. Pareil, j'ai un serpentin qui est un échangeur thermique. Donc moi, je relie, tu vois, ma sortie d'eau avec l'entrée de mon serpentin, et comme ça. Donc là, et on fait tourner ça. On fait tourner les deux, et ensuite, ça vient chauffer en fait l'eau avec un thermostat dedans. Si on a réglé que l'eau à 45 degrés, il fallait que ça s'arrête, et il y a une pompe de circulation qui va s'allumer et s'éteindre, et qui va arrêter de faire circuler le fluide à l'intérieur du poêle et du ballon. Et donc, on va maintenir une température à 45, 50 degrés. Il fait combien votre ballon ? Le ballon qu'on a transformé, il fait 100 litres. 100 litres. Et pour arriver à, 40 degrés, vous avez fait un... Et on n'a pas encore testé ça. Okay. Donc en fait, c'est là où on ne sait pas, parce qu'on ne l'a pas encore installé dans la grange. Donc ça, on ne sait pas en combien de temps on monte à température, mais on s'est basé sur des choses qui ont déjà été faites. C'est ça la force aussi du mouvement low-tech, et c'est ça la force d'être nombreux, c'est qu'on n'est pas seul dans son coin. Je présume que le fait d'avoir fait système, tu peux aussi te chauffer au solaire. Ouais. En fait, là, dans la grange, mais on en parlera, le réseau, c'est un réseau 3 voies. Donc, on a une vanne 3 voies. Le poêle, il va être installé directement dans la salle de bain, parce que comme ça nous permet de chauffer la salle de bain et de chauffer l'eau. Le moment où tu as besoin de chauffer la salle de bain, c'est peut-être des moments où il fait un peu moins beau dehors, donc que les capteurs thermiques solaires ne fonctionnent pas. Mais en fait, la vanne 3 voies, elle nous permet de chanter l'un ou l'autre. Donc, quand il fait super beau et qu'on veut avoir une production sanitaire solaire, on se met sur le réseau solaire. On a un seul réseau de glycol avec une vanne, en fait. Et le pas à pas sera détaillé dans le prochain livre chez Ulmer. Donc, si quelqu'un veut le construire, ce sera étape par étape avec des schémas, photos de fabrication. C'est bien, on montre ça, si ça parle aux personnes. Et le prix de revient, il y a quoi ? Il y a du cuivre, il y a peut-être la fumisterie. C'est justement le matériau à l'intérieur, c'est de tuyaux inox annelés. Excellent. On l'a déjà vu ça chez David. Il avait recommandé ça, il disait que c'était... Pour tout ce qui est install solaire ? Ouais, rapport qualité-prix. Ça fonctionne très bien. Alors nous, justement, on s'est penché un peu sur la question entre cuivre et inox annelé. Parce que le cuivre, c'est un bien meilleur échangeur thermique. Donc tu vas plus vite le monter en température et il restitue mieux sa température. Mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais on peut en faire beaucoup de récup. Tu vois, nous, par exemple, dans ce bâtiment, il y avait tout un réseau de chauffage au cuivre, tout un réseau d'eau sanitaire cuivre, on en a des dizaines de mètres. On pourrait le réutiliser, c'est un matériau qui est assez durable. Et en fait, ce qu'on a vu, c'était que le fait que ce soit annelé... Tu as plus de surface. Au final, il y a plus de surface qui va être en contact du matériau. Et ça va permettre, je crois que la forme... ça permettait une meilleure dynamique du fluide. Oui, c'est ça. C'est qu'au lieu d'avoir un mouvement laminaire droit dans le tuyau de cuivre, le fait qu'il y ait plein d'annelés, ça fait tourner en fait ça a créé une turbulence dans le fluide. Je sais pas la forme que ça prend, mais en tout cas, le fait que le fluide se mette en mouvement,
on a une surface de contact et du coup une puissance qui est quasi équivalente entre le cuivre et ça. Donc en fait, c'est un peu kiff-kiff. Quand on a commencé l'aventure, du coup, chemin de fer, itinérante, donc il y a eu un point de bascule à un moment où on était à Paris et on s'est rendu compte qu'on parlait d'autonomie au quotidien. En disant, vous allez voir, c'est génial, alors il faudrait faire ça, et puis on pourrait faire ça. T'es autonome grâce à Rungis aussi, un peu. Ouais, aussi. Et grâce au petit casino qui est en face. Et en fait, t'es content parce que tu peux aller acheter ton pain. Et t'as plein de systèmes, et puis t'as plein d'envies. Et nous, on baignait dans un environnement avec des ateliers partagés. Les gens sont assez entrepreneurs, ils ont envie, en fait, de faire des choses. Et tu sens bien que ça bouillonne. Sauf que parler d'autonomie, habiter dans un tout petit appart, ça fonctionnait pas. On a équipé un camion, on est parti sur les routes. Ça, c'était toute une aventure itinérante. Au bout de l'aventure itinérante, au bout de quelques mois, années de voyage pour nous, on a dit « Ok, on est capable de travailler ensemble. On s'entend suffisamment bien avec Alizé pour vivre dans un petit espace et mener une aventure professionnelle ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. » On ne travaillait pas ensemble. Ah, j'ai eu peur, on ne s'entendait pas avant, on s'entend bien. Non, on s'entendait déjà avant, mais on ne travaillait pas. Et puis en fait, ça a conforté surtout le fait qu'on ne s'étripait pas dans 8 mètres carrés, 7 mètres carrés. Et on a monté du coup l'association Chemin de Fer, qui est support d'intervention, qui nous permet d'aller à la rencontre des gens et d'apprendre les gestes et techniques de fabrication. Utiliser la low-tech, ça nous permet à la fois de faire un éveil à la fabrication, parce que c'est des objets qu'on va fabriquer soi-même, et à la fois une sensibilisation à l'écologie et à la résilience, parce que c'est des objets, sans perdre de notion forcément de confort, nous permettent d'accéder aux mêmes besoins que ceux qu'on avait déjà identifiés. Pour ça, utiliser les bons matériaux et faire en sorte que le projet soit cohérent, soit visuellement agréable. Nous, c'est quelque chose qui nous a intéressés. Faire prendre conscience que les low-tech, c'était quelque chose d'intéressant, que c'était viable et que c'était souhaitable de les avoir. Pour ça, il fallait que ce soit des objets qu'on désire, qu'on ait envie d'avoir chez soi. Donc il faut que ce soit pas que utile, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit beau. Ça, c'est typiquement, tout à l'heure on parlait de hack, d'objets industriels. Ça, c'est un objet produit par l'industrie. Donc c'est caractérisé, c'est bien fait pour l'utilisation, on peut l'ouvrir, charger nos fruits, etc. Ça, à fabriquer en bois ou en métal, c'est compliqué. Alors que là, de le récupérer dans une ressourcerie, on utilise ça, toutes ces petites pièces-là de connexion, de jonction, qui nous permettent en fait de garder l'utilisation première du blender. C'est-à-dire que je peux le plugger, je peux l'enlever, je peux aller me le servir ailleurs. Et là, Alizé parlait tout à l'heure du coup d'une tige. Nous, on est juste venu, on a viré le moteur, et là, on est venu reprendre cet élément de connexion et on a rajouté l'axe. Donc maintenant, on entraîne ça à pédale. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur d'avoir ça en fait dans une cuisine, là ça c'est à 90, ça fait 40, 60, c'est comme les modules Ikea. Donc on pourrait très bien le mettre dans une cuisine existante, c'est facile. Il y a des projets qui ont été faits et qui du coup intègrent un blender, un moulin, et un mixeur-plongeur pour faire de la soupe, par exemple. Et tu as juste une prise de force qui sort sur l'établi, quoi. Pour faire ça, il ne faut pas le faire avec du matériel de récup, etc. Ces projets-là, c'est des projets qui sont aussi fabriqués par l'industrie. Et en fait, c'est des choses qui sont relativement complexes. Et si tu veux que ça fonctionne bien, il faut des éléments de connectique qui soient pensés et qui soient vraiment... Ce que j'allais dire, c'est où ça bloque? C'est sur les éléments de connectique. Ouais. Parce que c'est là où Alizé tout à l'heure disait, avec des vibrations, des machins, enfin, tu as toujours un problème. Si tu veux un produit qui est bien fait, voilà. Et c'est ça aussi où on en a beaucoup parlé avec d'autres gens qui travaillent dans le milieu de la low-tech, c'est à quel moment on peut acheter de la low-tech, tu vois. Parce que maintenant c'est à la mode. Nous, on nous a pris pour des furieux quand on a commencé à travailler là-dessus. Disons que... Ouais. Ça, franchement, c'était pas sexy et on nous prenait un peu pour des fous. Maintenant, les gens ont envie de ça. Ils ont envie de résilience, ils ont envie de low-tech, mais ils n'ont pas forcément envie de le fabriquer. Mais ça viendrait d'où, d'après toi? C'est après Covid, menace aux portes de l'Europe, c'est quoi qui est... Non, je pense que c'était même avant. C'est aussi une envie de simplicité, une envie de résilience et puis globalement quand même une urgence face à un changement climatique global et de se dire qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut faire jouer les curseurs et voilà, chacun fait jouer le curseur qu'il veut, mais
Le coût des énergies aussi. Et le coût de l'énergie, là, alors là, ça c'est assez récent, tu vois, mais le coût de l'énergie qui a flambé, les contextes qui sont un peu anxiogènes et tout ça, mais moi je pense que c'est pas une réponse à un climat anxiogène. C'est des gens qui ont envie de faire différemment et qui ont envie de s'autonomiser face à un système qui leur va plus. Ça, tu vois des trucs comme ça. Moi, j'ai téléchargé des manuels des années 60, 50, un truc qui s'appelle Power Human Engine, un truc américain, et il y a tout. Il y a des pompes, il y a... Enfin, on n'est pas les premiers à se poser ce genre de questions. C'est quelque chose qui est relativement cyclique. Et aujourd'hui, avec les réseaux aussi, c'est à la mode. Et il y a de plus en plus de gens qui l'ont médiatisé, et il y a de plus en plus de gens qui disent que c'est génial. Donc il y a des gens qui ont envie d'essayer de l'utiliser. Et le truc de est-ce qu'on peut acheter des low-tech, moi j'ai longtemps été farouchement convaincu que non, et que l'idée de la low-tech c'était de le fabriquer, et que c'était ça qui était important. Et aujourd'hui je reviens un peu là-dessus en me disant en fait, moi, j'ai pas vocation à faire ça, j'ai pas envie de faire ça, on fait jamais ça, on vend pas de low-tech en kit, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens viennent apprendre à fabriquer pour reprendre capacité, pas forcément à construire que des low-tech. On parlait tout à l'heure de sièges, d'outils, de maisons, voilà. Peu importe, de reprendre capacité à fabriquer, c'est ça qui est important. Mais si les low-tech peuvent aider à changer le monde et qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de fabriquer, et peut-être qu'en fait, de leur permettre d'acheter un robot mixeur de cuisine qui permet dans la cuisine de faire tes soupes, de hacher les légumes, etc. Pourquoi pas? Je le ferai pas, mais pourquoi pas? Ça me fait penser à l'indice de réparabilité. C'est pas parce que on choisit un élément avec un bon indice de réparabilité qu'on a envie de le réparer. On peut passer par une autre personne, mais au moins l'autre personne aura une pièce ou saura rapidement comment faire. Quand on soude une batterie, un moteur, ou quand il y a des choses qui restent accrochées à la boîte, si on peut dire, c'est plus compliqué. Donc, dans ce que tu viens de dire, je peux comprendre que les personnes aient envie d'acheter. Ils ne sauront pas comment faire puisqu'ils ne l'ont pas construit. Mais par contre, s'il y a un problème, on peut rapidement trouver quelqu'un. Et ils ont envie de l'utiliser, en tout cas. Ils voient que ça répond à un besoin et que ça va dans un sens global de mieux. Ensuite, c'est des questions de se dire, est-ce que soutenir une production d'objets, même qui va dans le bon sens via une industrie extractiviste, est-ce que c'est une bonne solution ? Moi, je pense que c'est pas une bonne solution, mais ça peut être une solution pour les 80% de la population, tu vois. Ça, c'est un exemple qu'on a fait avec une pédale unilatérale, mais on en a aussi fait, par exemple, avec un ESAT dans le Volvestre, où on a le vélo entier, où on a une démultiplication qui est quand même un peu plus puissante. Et c'est juste que c'est beaucoup plus encombrant. Mais c'est assez parlant sur des événements d'avoir... l'objet vélo qui actionne des pédales. Et pareil, on peut faire des fruits, des smoothies, des soupes à plusieurs. Et c'est toujours hyper convivial comme moment. Et après, tous ces objets qu'on fabrique, finalement, c'est aussi... on parlait du coût de l'énergie, qui est quand même très important. Et c'est vrai qu'allier des objets à pédales avec, par exemple, un four solaire ou un séchoir solaire, ou même une marmite norvégienne, c'est que cumuler tous ces systèmes, finalement, permettent de réduire significativement sa consommation en énergie. Surtout les points de chauffe. Moi, ce qui m'a le plus parlé, là, c'est le poêle que vous avez. Ouais, faire chauffer son eau sanitaire. Et donc, tout cumuler, ça permet de réduire considérablement l'énergie, mais on ne remplace pas on ne peut pas tout faire fonctionner comme ça. Tout à l'heure, tu parlais sur l'éolienne, en disant « mais oui, mais si on n'a que ça, qu'on est isolé, ça fait quand même une source de production ». C'est en multipliant les petites sources de production d'énergie qu'on arrive à être autonome face au réseau électrique. Voilà, les panneaux solaires, c'est une bonne solution, une turbine à eau, c'est une bonne solution, une éolienne, c'est une bonne solution. Voilà. Et ici, c'est mécaniquement, sur celui-ci, il y a un truc, c'est que globalement, autour de nous, tout tourne. Et si tu vois, là, le mouvement de la lame, il est comme ça. Ouais. Okay. Tous les autres mouvements, notamment sur la Singère, ils sont comme ça, puisque c'est de la meule. Donc là, on a fait un changement d'axe. Et le changement d'axe, on l'a fait hyper simplement avec un petit disque de bois et un morceau de chambre à air qui vient toucher en fait le flanc d'un pneu. C'est pour ça qu'il y a un pneu ici. Et tu vois, du coup, quand on est là et que le pneu est bien gonflé, et on voit que au lieu d'avoir un mouvement comme ça, d'un seul coup, on a un mouvement comme ça.
Donc voilà, il y a plein de moyens de faire des renvois d'angle. Il y a des engrenages aussi qui font ça très bien. Hein. Mais là, c'était pour rester dans la philosophie de la pièce de vélo. On peut utiliser une roue de skate aussi. C'est vrai que dans le Volvestre, on a utilisé une roue de skate pour faire le renvoi d'angle. Ça marche super bien. Nous nous dirigeons dans la grange d'Alizé et Johan, isolée en plein milieu de la montagne et déconnectée de tout réseau. Elle n'est accessible que par un chemin difficilement carrossable et après une centaine de mètres en dénivelé de marche à pied. Johan, Alizé, je voudrais juste briefer les personnes parce que ça m'est arrivé de voir beaucoup d'annonces de granges passer sur des groupes Facebook. Il y en a beaucoup sur le Bon Coin, ça peut être intéressant. Juste avant qu'on voit les petits systèmes que vous avez mis en place, qu'est-ce que ça représente en déplacement, en temps, en poids de s'installer dans... C'est un paradis, je vais montrer des images drones, mais vous pouvez nous expliquer un petit peu, dès que vous avez des choses à monter, comment ça fonctionne? Soit c'est à dos, au dom, donc c'est lourd, c'est contraignant et c'est petite quantité par petite quantité. Faut savoir, nous on a une dizaine de minutes de marche depuis une piste avec un véhicule, donc c'est pas énorme comme temps de marche, mais ça fait quand même du poids. Notamment, tu vois, quand on fabrique à l'atelier des systèmes type les panneaux thermiques et qu'il faut les monter après on attend qu'on ait des copains qui viennent nous rendre visite, ils sont toujours très contents de découvrir. Ou la famille. Et sinon, il y a deux autres solutions. On a la chance d'avoir un accès possible, très compliqué, mais possible par un 4x4 poids lourd. Donc on a un ami qui a un Unimog Mercedes et qui nous a monté pas mal de matos et qui peut en fait nous monter du matériel. Quand vous dites vous 4x4, c'est AX 4x4. Quand vous avez dit 4x4, j'imagine les gros Toyota. Mais ça c'est notre 4x4. Ouais, le vôtre aussi. Notre AX 4x4. Mais par contre lui, il a un gros 4x4 poids lourd. Avec une benne. Et au début, ça n'existait pas. Donc on a acheté ce lieu, il n'y avait pas cette possibilité. Donc on imaginait monter à dos d'homme ou alors il y a une autre solution qui n'est pas du tout low-tech, mais qui est utilisée ici. C'est tout ce qui est héliportage. À savoir que c'est des rotations de 2 minutes. Il faut payer la mise en place de l'hélico et après, c'est des rotations où il peut porter 800 kg. Donc ça va vite et c'est 120 balles par 800 kg. Donc en fait, tu veux te faire monter 3 tonnes de sable, et le sable qui est pas cher, d'un seul coup tu rajoutes 500 balles. Donc voilà, on avait ça et du coup on était en train d'adapter nos travaux à ça. Ce qui nous a aussi fait un gros coup de cœur sur la grange, c'est qu'il y avait beaucoup de matériel dedans. Quand on a acheté, il y avait déjà du bois, du lambris et de l'isolation. On avait pas mal d'électrique, électricité. Beaucoup de chevrons, du câble, ouais. On avait de quoi faire, fallait composer avec ce qui était sur place. On pouvait se projeter dans un jeu grandeur nature genre Fallout. Là, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait plein de matériel et on s'est amusé au début à fouiller dans le sol, récupérer les agrafes, les vis, les clous, les trier et tout ça, en se disant c'est compliqué d'approvisionner, utilisons tout ce qu'on a sur place et essayons de faire avec ce qu'il y a. Il y avait une cuve qui était pas raccordée, il y avait des bouts de gouttière. On a commencé par installer de l'eau avec le toit, en disant le premier accès, c'est avoir de l'eau sur place. Pour se laver, pour faire la vaisselle. Quand tous les déplacements sont complexes, on réfléchit autrement. Ouais. Donc voilà, c'était... Et puis après, il y a eu cette opportunité d'une piste qui a été ouverte par un agriculteur et qui nous a offert d'autres possibilités. On en parlera après. Par exemple, on va faire des enduits à l'intérieur ou un sol. Et en fait, nos choix de matériaux ou de mise en œuvre, elles sont quand même conditionnées par cette nouvelle donnée d'approvisionnement matériel facile. On ne ferait pas une chape en chaux s'il fallait qu'on porte les sacs de chaux sur le dos et les sacs de sable, les seaux de sable à la main, quoi. Ça, c'est quelque chose que je recommanderais presque, comme je te disais, Alizé, pour toutes les personnes qui le peuvent, c'est gagner des calories gratuitement une fois qu'on l'a mis en place. Là, vous avez un panneau air chaud qui est constitué donc, avec des ardoises. Il y a une couche isolante derrière pour bien maintenir au chaud l'air qui arrive. Après, on a un réseau de chicanes en bois, donc des bouts de bois qui sont mis de manière intercalée. On a les ardoises, un peu d'air et des vitres, un vitrage. Et du coup, l'air rentre. L'air de l'intérieur de la pièce est projeté à l'intérieur de ce réseau de chicanes. Il est réchauffé par les ardoises et il ressort dans la pièce chauffée. On peut gagner... On n'a pas encore assez de visibilité pour voir
l'apport qu'on a dans la pièce, mais en sortie, on avait mesuré combien là La dernière fois, on a fait des mesures, il y avait 35 degrés en sortie, il faisait 0 dehors. Mais ça ne veut pas dire que la pièce va être à 35 degrés. Il y a un air pulsé voilà. à 35 degrés, donc si c'est dans une pièce assez restreinte, ça fonctionne bien. On ne peut pas imaginer chauffer un volume de 60 mètres carrés, mais là on l'a installé par exemple pour la salle de bain. Donc ça fait une petite pièce qui sera chauffée naturellement via le solaire. Ça permet de faire aussi une ventilation naturelle, donc ça fait l'été ça peut fonctionner presque comme une VMC, dans le sens où là-haut en fait il y a une trappe été qui est là, et on peut l'ouvrir. En fait, on le voit par l'intérieur, on voit le grillage, mais on peut l'ouvrir, ce qui fait qu'on va avoir une extraction d'air qui se fait en partie basse de la pièce, donc l'air frais, et on peut le sortir, ce qui fait que ça fait une ventilation un peu forcée dans la maison. Ce genre de low-tech, je pense que c'est important de les diffuser et de les montrer, de les mettre en place, parce que c'est des technos qui peuvent être applicables partout. Aussi bien dans une grange de montagne que sur un pavillon de banlieue. Enfin, on peut vraiment en fait gagner des sous, de l'énergie, des calories en utilisant ce genre de dispositif. C'est pas forcément de l'ardoise, ça peut être dimensionné de plein de manières différentes, mais en fait nous on s'est rendu compte qu'en travaillant sur les low-tech, on passait parfois pour des marginaux et faire des séchoirs solaires, des fours solaires, ça demande du temps pour les utiliser. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas la chance de travailler chez soi, d'avoir du temps, et cuisiner au soleil, ça demande un vrai investissement de temps. Sauf que ça, c'est passif. Une fois que c'est installé, ça fonctionne. C'est comme des panneaux thermiques solaires, etc. Donc ça, c'est le genre de low-tech qu'on a aussi envie de promouvoir. On peut toucher un public très large. Maintenant, il y a des sociétés, je vais en citer deux, Solar Brother et Neo Solaire, qui fabriquent ce genre de choses. Et même si, évidemment, il y a le coût de la main-d'œuvre, tout ce qui est taxes et tout, je pense qu'on s'en sort quand même. Parce que, alors, reprenez-moi, je pense que vous avez dû lire un truc comme ça, mais gagner 3 degrés parfois, ça peut être beaucoup plus en puissance pour gagner ces 3 degrés. Sur le portefeuille, c'est énorme. Et par exemple, des études ont montré, nous, on n'a pas ce retour d'expérience, mais les études, si on se base sur des faits, des panneaux thermiques, solaires thermiques pour faire de l'eau chaude sanitaire, à peu près en 3 ans, on a rentabilisé l'investissement. Donc voilà, on ne devient pas le roi du pétrole, mais toutes ces petites choses-là, ça permet quand même de faire un petit effort et d'être un peu plus résilient. Maintenant que vous avez vu comment on fabrique un, vous allez en continuer peut-être plusieurs sur la face ? Non ? On va d'abord tester celui-là et avoir des retours d'expérience sur la longévité, parce que là, l'intérieur de la grange est encore ouvert. On n'a pas fini de fermer, elle n'est pas encore hors d'air. Donc on peut difficilement chauffer des espaces qui ne sont pas encore terminés. Mais on a hâte là de pouvoir fermer pour commencer à voir ce que ça donne en termes de chauffage. Les panneaux solaires thermiques en haut qui vont chauffer l'eau avec le poêle bouilleur qu'on vous a montré un peu plus tôt à l'atelier. C'est pareil, on va voir dans quelle mesure on arrive à avoir un réseau de chauffage performant. Ça, c'était la cabane du vacher. Tu vois, c'était la petite maison accolée à la grange où le berger ou le vacher passait son temps. Là, c'est la cheminée. Tu vois, c'est le trou d'extraction des fumées. Et là, c'était pour les bêtes. Ici, du coup, ce sera notre salle de bain. Ah. En fait, c'est juste pour te montrer. En bas, là, il y a une trappe. Ouais. Voilà, tu vois ça. Ouais. Ça c'est l'arrivée d'air froid dans le panneau. Donc ça traverse le mur, on prend l'air froid de la pièce. Et ici, il y a un clapet anti-retour qui permet de renvoyer l'air chaud. Sauf que ce clapet anti-retour, ça permet de ne pas pulser de l'air froid déjà dans la pièce. Et derrière, il y a ce qu'on appelle c'est un petit système. On a vu ça c'est le Low-Tech Lab qui avait sourcé ça. Ça, c'est un petit vérin thermostatique. Donc dedans, il y a un petit vérin avec des matériaux qui se dilatent en fonction de la chaleur. Et quand le matériau est à 25 degrés, la tige, elle s'étend suffisamment pour en fait venir pousser sur le clapet. C'est tellement simple. Enfin, l'idée est... fallait avoir l'idée, mais c'est simple dans le... C'est un fonctionnement qui est très simple et du coup, c'est facile à construire. Ouais. Et ça permet, à partir de... Quand le corps de chauffe est à 25 degrés,
ça permet d'envoyer l'air à l'intérieur. Donc, tu vois, ici, quand je parlais de Fallout, là, on était dans un endroit où il y avait plein de matos, il y avait plein de trucs, et c'est là où on a grappillé, récolté, et essayé de se dire, bon, bah, on va faire avec ce qu'il y a. Donc là, ce sera notre future salle de bain. On a encore une ouverture à faire ici, pour avoir une ouverture là. Et par là où tu viens de passer, ça, c'est une ouverture qu'on vient de terminer là cet hiver. Ça, ça n'existait pas, ça nous permet de relier la salle de bain au reste de la maison. Là, vous avez une citerne à eau de pluie. Donc, c'est une citerne maçonnée. Donc là, il n'y avait rien avant. On a remaçonné une cuve de 3000 litres qui permet d'avoir 3000 litres d'eau, qui est reliée au réseau de gouttières. Et donc, qui permet, on a à peu près 60 mètres carrés de toit qui s'écoule dans cette cuve. Vu les précipitations en Ariège, on a très vite rempli la cuve, il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, en intérieur, on a maçonné avec un enduit spécial pour les châteaux d'eau pour avoir une eau potable. Et c'était un peu pour nous le premier... vivre en autonomie, c'est bien, mais il faut de l'eau. Donc c'était un des systèmes le plus important, c'est avoir une ressource d'eau assez conséquente pour pouvoir... disposer sur l'année pour un foyer de 3 ou 4 personnes, d'être capable de se doucher, à manger. On a évalué que 3000 litres d'eau, c'était déjà confortable. Parce que vous avez une source, mais il faut quand même y aller. On a une source en contrebas qui est assez basse, on a du mal à puiser jusqu'à la grange. Du coup, on peut y aller avec des jerrycans et on a l'autre source qui est potable. Mais pour toute l'eau courante, on va dire, ça, c'est quand même très confortable. Du coup, ici, on a dimensionné, Alizée, elle dit, pour une famille d'à peu près 4 personnes. Le truc, c'était de se dire, on peut tenir 1 mois sans eau du tout. Puisque comme on dépend de l'eau de pluie, l'idée, c'était à peu près 20 litres d'eau par personne. Par personne, oui. Et de se dire qu'on tient 1 mois avec ça. Et donc là, maintenant, au début, on voulait faire un système de puisard à l'intérieur. Donc là, la cuve, elle est d'un seul tenant. Il y a 3000 litres d'un seul tenant. Au début, on voulait faire un puisard. C'est une société, c'est une assoce qui s'appelle Autarcie, qui fait un super travail sur l'eau de pluie et la consommation d'eau de pluie pour l'habitat. Installer un puisard, ça permet d'avoir une sédimentation de tous les sédiments qui peuvent tomber de la gouttière et de laisser se décanter. Mais pour avoir ça, pour que ce soit efficace, il faut que ça fasse 1/3 de la cuve. Nous, sur une cuve de 3000 litres, ça nous enlevait 1 mètre cube. Donc, c'était vraiment pas mal. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'était de faire un système de filtration en amont dans la gouttière, en fait. Toute la partie haute, là, qui est gigogne avec le tube de gouttière, donc on peut le monter et le descendre. À l'intérieur, il y a des éléments de filtration de plus en plus fins. Mousses, voilà, qui sont des mousses d'aquarium, ouais, de filtration d'aquarium. Et on a installé à mi-cuve un robinet qui nous permet du coup d'avoir de l'eau à cet endroit-là. Et on sait qu'on ne pourra jamais aller plus bas que la moitié de la cuve. Oui, c'est une sécu en se disant, même si on pioche là-dedans, le jour où on voit que le robinet ne coule plus, il reste quand même au moins 1500 litres de flotte dedans. Que là, c'est notre eau extérieure, mais il y a un réseau, on va installer un réseau de pompes qui va nous permettre d'alimenter l'intégralité du réseau de la grange via cette cuve. La cuve, la citerne, elle est accolée au mur de la grange. On a fait ce choix un peu par dépit. Ça aurait été mieux que ce ne soit pas forcément collé pour toutes les histoires de porosité d'eau, etc. Donc on a vraiment porté une attention particulière à tout ce qui était enduit d'étanchéité, surtout sur ces murs façades ici. Après, on a des murs qui sont quand même très épais. Et nous, la topographie du terrain faisait que c'était difficile de creuser pour enterrer plus. Et de se mettre un peu plus loin de la grange, c'était compliqué aussi en termes de récup parce qu'on utilisait du coup directement le toit. Et on profite de la façade nord et de l'ombre de la grange pour que la cuve soit le moins possible exposée au soleil, avec moins d'algues. On ne peut pas creuser énorme, tu vois, là dans le fond, on voit qu'elle est semi-enterrée la citerne, et on ne peut pas creuser tellement plus, on est allé vraiment jusqu'à la roche-mère pour poser les fondations. Tu m'étonnes, on y est. Et du coup, si on se mettait là par exemple, il faut voir que la grange elle est orientée plein sud dans la montagne. Okay. Donc ici, il peut faire
carrément chaud, quoi. Donc, comme disait Alizé, c'était un peu notre seul endroit, c'était notre endroit le plus frais. C'était l'endroit le plus frais dont on disposait, quoi. Et ici, la pluviométrie est quand même balèze, je sais plus à combien, je crois qu'il y a 1200 mm par mètre carré par an, tu vois. Là, quand vous serez mieux installé, on va dire que vous aurez du temps, bon, je ne sais pas dans combien d'années, pour écrire des livres ici, vous avez été efficace. Je suis pas sûr qu'on continue à écrire des livres. C'est vrai, ça... Non, mais d'autres livres. La vie dans le calme. Ouais. C'est vrai que c'est... Un livre avec que des pages blanches. Ah Ma ouais. vie dans le calme. Ici, tu vois, là, tu as un trop-plein, du coup. Tu as un trop-plein qui sort de là. Ok. Donc ça, c'est le niveau max de remplissage de la cuve. D'accord. Et après, le trop-plein, on a fait toute une tranchée qui part jusque là-bas, derrière le terrain, pour avoir l'eau qui s'écoule là-bas en trop. Ça, c'est un trou qu'on a fait dans les dalles qu'on a coulées pour faire passer les éléments de pompage. Donc là, dedans, il va y avoir une pompe avec une crépine flottante qui nous permettra d'aller pomper l'eau. Et ici, du coup, de rentrer dans la grange Pour alimenter. pour alimenter la salle de bain et la cuisine, essentiellement. Et juste, je fais une dédicace. Dès qu'on dit pomper l'eau, les gens qui me mettent toujours en lien, en commentaire, don't you know, pump it up. Chaque fois qu'on dit pomper l'eau, les gens, je te jure, alors on vous entend, on vous voit, on sait qui vous êtes. Excuse-moi, mais tu l'as redit et je me suis dit, ah ça y est, on va voir des commentaires. Du coup, à l'intérieur, Voilà, ouais. on a la citerne qui est gavée de flotte. Alors, est-ce qu'on voit... Ah oui, c'est bien, on voit. Ouais, l'eau est Bien claire. hein. Ah ouais, elle est bien claire. Puis c'est bien, vous pouvez aller choper facilement si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez aller choper, imaginons, si c'est passé au travers des mousses. C'est possible. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et alors, ah oui, pardon, je t'ai fait. Et alors, question Avec la dalle. C'est quoi le système pour étanchéifier? Tu dis, c'est quoi? Vous avez une ref? On a fait un mortier dedans. Alors, c'est pas des produits éco. On a commencé par faire un enduit chaussable Pour monter les murs. sur le mur. Là, en tout cas, les murs ils sont montés au chaussable. Celui-là, comme il y avait déjà des gros trous, on a commencé par faire un enduit de lissage chaussable. Ensuite, on a ferraillé. Quand tu ferrailles, il faut pas mettre de chaud, ça bouffe la ferraille. Donc on a fait un enduit de ciment à l'intérieur assez épais. Donc avec la ferraille, pour vraiment être sûr que les contraintes de l'eau ne fassent pas bouger les murs. Avec un additif, Sika. Dedans, on a mis un additif Sika Latex. Ça permet d'améliorer la plasticité du mortier et son étanchéité. Et par-dessus le mortier de ciment, on a fait un enduit d'étanchéité, ça s'appelle Sika Top Réservoir, et c'est un truc C'est pour les châteaux d'eau. qu'on n'extrait pas dans la montagne. Non. Ouais. Ça, c'est fenêtre fait maison? Ça, c'est les dernières fenêtres posées, fait maison. On a fait les cadres en chaîne, et puis on a claqué un double vitrage dedans. Simple. Ouais, simple, efficace. Si tu veux parler d'une fenêtre fait maison, il y a celle-là. Ah, ça va. Celle-ci, en fait, On a ouvert le pignon ouest pour pouvoir intégrer une fenêtre à l'étage. Et ça a inspiré du style architectural ici. Ils appelaient ça les bouteillettes. C'était les ouvertures en hauteur qui permettaient de charger directement le foin. Et c'était souvent bardé de cette manière-là au-dessus de la fenêtre. Enfin, de l'ouverture. Parce que nous, on en a fait une fenêtre. Mais C'est bien de respecter un petit peu les traditions et ce qui se fait ici. En attendant d'avoir monté votre cuve, ça c'était votre... Ah non, cette cuve, elle est uniquement pour le bain norvégien. Donc on a une cuve qui permet d'alimenter un bain. Le bain. Un bain. Bon, le bain norvégeois. Norvariégeois. On a, en fait, ici il fait hyper chaud l'été, on a passé du temps l'été et de se baigner. C'est quand même Après les travaux. le luxe. Ouais. Pendant les travaux. C'est le luxe et du coup on avait envie de faire un endroit où on puisse se rafraîchir à la base. Donc on a un pan de toit qui nous sert pour l'eau sanitaire et on a un pan de toit qui nous sert pour le bain. Plaisir. Bain norvégien parce qu'on a ajouté ce système de serpentin en inox qui permet de chauffer l'eau de la cuve. Dans le même esprit que le poêle bouilleur que vous... Ouais. Et on a donc l'eau passe à l'intérieur des tuyaux, se réchauffe en faisant un gros feu de bois et ressort chauffé par le tuyau du dessus. Par contre, on a ajouté une petite pompe que tu peux voir ici. L'eau, ce qui se passait, il y a un phénomène de thermosiphon
qui existe. L'eau froide, si tu veux, elle prend moins de place du coup que l'eau chaude. Donc en la chauffant, l'eau elle se dilate, elle prend plus de place, donc elle sort. Et ça crée un siphon. Sauf que là, ce qui se passait, c'est que le phénomène, je ne sais pas si c'est la taille des tuyaux, le niveau... La montée d'eau était trop haute. L'eau montait à ébullition, donc ça nous faisait de la vapeur d'eau avant d'enclencher un thermosiphon. Donc on a rajouté une petite pompe qui fonctionne en 12. On avait déjà du 12 volts sur place puisqu'on a un petit panneau solaire là qu'on a monté là. Qui permet de nettoyer l'eau. Et ici, on vient du coup pomper avec un variateur de fréquence, donc de puissance, qui nous permet d'ajuster le passage de l'eau dans le serpentin pour pas qu'il soit trop chaud, trop froid, enfin bon, voilà, de faire tourner le bain. Et ici, du coup, on a mis en place juste un panneau solaire basique qui envoie pas beaucoup de pêche, mais qui nous permet de faire tourner une pompe. Parce que ici, on a mis une cuve à eau, donc on a une tonne d'eau qui est reliée à la gouttière. Ça nous permet d'avoir 1000 litres de réserve pour le bain. Donc le bain fait 1200 litres. Là, on a une cuve de 1000 litres. Et on fait tourner en permanence une pompe entre les deux pour que l'eau reste claire. Donc là-dedans, il y a une cartouche de filtration. Bon, on peut le voir, hein, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Ah bah yes. On s'est fait un petit, on s'est fait un petit logement. On s'est fait un petit boîtier technique. Hop, voilà. Et tu vois ici, on a un filtre, on a un boîtier de filtration avec un élément du coup on peut changer. Et là, il y a une petite pompe 12 volts, une petite pompe haute pression. Et ça nous permet en fait de faire tourner la flotte entre le bain, la cuve, et là, l'eau on pompe de l'eau qu'on envoie dans la cuve qui arrive par ce petit tuyau là. Et ensuite, ça c'est le trop-plein de la cuve. Donc ça redescend par gravité dans le bain. Et ça tourne. Voilà. J'ai envie de vous dire, ça c'est un pilier de l'autonomie. Non mais c'est vrai. Tu sais, c'est un détail, mais on a tous nos envies, nos tripes. Et je me dis, attends, je vais quand même montrer aux personnes. Vous avez fait exprès, là, vous m'avez dit, vous avez laissé un petit peu de... Vous voyez pas grand chose aujourd'hui, malheureusement, mais en face de nous, il y a toute la chaîne de montagnes des Pyrénées. Et la frontière espagnole. Et en fait, ici, du coup, souvent, quand on parle de panneaux solaires et tout ça, il y a on dit qu'il faut des MPPT, enfin des contrôleurs de charge, qu'il faut passer par tout un tas de sécurité. Mais il ne faut pas oublier que en fait, des équipements 12 volts, tu peux les faire fonctionner en direct sur panneaux solaires. Surtout des pompes. En fait, les pompes, c'est un moteur. Donc, c'est fait pour passer son temps à s'arrêter, s'allumer. Donc, un outil ou un truc électronique qui a besoin quand même d'une fréquence électrique suffisamment stable, c'est pas forcément conseillé. Mais un moteur, il n'y a aucun problème à l'alimenter comme ça. Donc le panneau il est comme ça, on est plein sud, ça fait qu'à un moment donné dans la journée la pompe elle se déclenche toute seule et puis quand il n'y a plus suffisamment de soleil, elle s'arrête. Donc là à côté des 3 panneaux solaires, vous voyez 2 panneaux thermiques. Donc ça nous permet de chauffer de l'eau, pareil, à la même manière que le poêle bouilleur. On peut chauffer l'eau sanitaire, mais cette fois via l'énergie solaire. Quand on parle de panneaux solaires, il y a une distinction vraiment à faire entre les panneaux solaires thermiques, qui sont des panneaux pour faire de l'eau chaude sanitaire, et les panneaux qu'on appelle solaires, mais qui sont en fait des panneaux photovoltaïques, qui permettent de faire de l'électricité. C'est des distinctions de langage, c'est un peu comme autonomie, autonomisation. Mais du coup, un panneau solaire thermique, là, comment ça marche ? Là, on voit, en gros, c'est un peu comme le capteur à air chaud, la ardoise. Il y a une surface noire. Donc là, la surface, c'est une plaque de galva qu'on a peinte en noir. Et dedans, il y a un serpentin en cuivre. Donc là, pour le coup, on a utilisé du cuivre et pas de l'inox annelé parce que ça permet d'avoir vraiment de capter au mieux la chaleur. Et dans chaque panneau, là, il y a 16 mètres de cuivre qui passent. Donc ça fait beaucoup de circulation. L'idée, c'est exactement la même dynamique que dans le bain norvégien quand on parlait de thermosiphon. Le fluide, en se réchauffant, il prend plus de place, donc il avance. Ça, c'est si on voulait fonctionner avec un thermosiphon. Donc, un panneau comme ça pourrait fonctionner comme ça. Parfois, on en voit sur les toits. On a le panneau et au-dessus, on a le ballon. Là, ça fonctionne en thermosiphon. Nous, on a un ballon qui va être plus loin puisque notre ballon qu'on a transformé, il va être dans le cabanon. On va avoir besoin d'une pompe de circulation. Et là, du coup, il y a une petite pompe de circulation qui fera tourner le glycol
à l'intérieur du circuit et qui enverra du coup du glycol dans les panneaux. Ils se réchauffent, ils ressortent très chauds et ils retournent du coup dans l'échangeur thermique du serpentin, dans le ballon. Des panneaux comme ça, nous, ce qu'on va faire, on en parlait tout à l'heure, il va y avoir des vannes 3 voies qui nous permettent du coup de switcher entre le poêle bouilleur pour alimenter le chauffe-eau ou les panneaux thermiques solaires. À certains endroits, on va mettre aussi des vannes qui nous permettent en fait de dévier le solaire thermique parce que ici, c'est un lieu où on s'est projeté y habiter. Et la réalité de nos activités et de notre vie de famille fait que on s'installe à Saintin, que c'est pas très loin d'ici, que ça nous permet vraiment d'avoir un lieu de test qui est important pour nous. Et atypique. Qui est atypique et surtout qui est en conditions réelles de test. C'est-à-dire qu'on ne va pas tester des systèmes dans un contexte urbain ou à sa fenêtre ou quoi. Là, c'est dans une maison, donc ça nous plaît vraiment comme format de recherche-action, en fait. Si ça marche là, ça marche partout. Ça marchera. Mais tout ça pour dire que on va peut-être pas y habiter tout le temps, toute l'année. Sauf qu'un panneau solaire thermique comme ça peut fonctionner tout le temps, toute l'année, que tu sois là, que tu sois pas là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter donc par des vannes pour amener direct à des réseaux de radiateurs. Parce que là, pour le coup, tu n'as pas besoin de contrôler la température, même si ça monte super fort. Vous ouvrez les fenêtres, quoi. Là, on a la chance en fait de pouvoir monter du matos, difficilement, mais de pouvoir monter du matos, récupérer des vieux corps de radiateurs en fonte, d'en mettre 2 dans la pièce. L'idée, c'est pas de faire un chauffage central qui soit notre chauffage principal, mais c'est juste que la maison, en fait, peu importe quand, même quand on n'est pas là, y a un fond de chauffage qui permet de... hors gel. Ouais, voilà, elle est maintenue hors gel, voire un peu plus, par le thermique solaire. Ça, c'est pareil, mais il faudrait avoir des panneaux dédiés à ça. On peut très bien imaginer la même chose pour un plancher chauffant. Tu pourrais raccorder un plancher chauffant directement sur du thermique solaire. Et du coup, tu es en passif, tu as tout un réseau de chauffage qui est en parallèle de ton eau sanitaire. Donc, c'est des trucs qui sont... C'est franchement assez intéressant comme techno. Ici, là, on voit, tu vois, il y a 2 tétons en laiton là, sur le toit. On a fait des passe-parois avec des tiges filetées en laiton, des tubes filetés en laiton. Ouais. Et à l'intérieur, on les voit, ce sera nos passages de tuyauterie de cuivre. Allez, on montre. Il y a encore du boulot, hein, vous m'avez dit. Encore un peu de travail. Encore un peu de travail. Tu vois, là, on voit les 2 tétons, on voit les 2 sorties filetées qui nous permettront en fait de raccorder notre réseau cuivre directement au panneau thermique. Eh oui. Génial. Excellent. Là, pour l'instant, on a fini la maçonnerie. On commence à s'en sortir à cette étape-là. On est en train de voir pour faire le sol. Et après, la prochaine étape, ce sera les enduits intérieurs. En sol, ce qu'on va faire, là, on décaisse. On va faire un hérisson ventilé avec une chape de chaux au sable et ensuite une chape de béton de terre pour un enduit, pour un sol fini sur cette partie-là. Et cette partie-là qui est un peu plus haute, il va y avoir une estrade. Ce sera la partie salon, une estrade avec un plancher bois et l'unité de chauffage poêle à bois. Elle va être ici, à cet endroit-là. Et sur les murs, on va faire un enduit de chaux, un enduit à la chaux. Donc, Chaud ou chaud chanvre? Je pense qu'on va faire juste chaud. On va faire un enduit juste chaud sable, mais à voir. On n'a pas encore regardé une super vidéo sur les enduits et la correction thermique. J'aurais dit, si on parle des enduits, nous on a une formation sur les enduits de correction thermique avec notre site Savoir et Savoir-faire. Vu qu'on ne se fait pas sponsoriser nos vidéos par des VPN ou autres, on se permet de faire une toute petite pub. Merci de m'avoir lancé là-dessus. Donc si vous voulez vous former vous-même en vidéo, vous avez des tableaux pour faire vos mélanges, vous avez beaucoup d'images, beaucoup de textes, c'est multimédia. Ça s'appelle Savoir et Savoir-faire et on a mis plus de 6 mois à faire notre première formation sur les enduits de correction thermique. Donc, chaud chanvre, n'hésitez pas. Ouais, c'est super intéressant et on va aller regarder ça de près parce qu'en fait ici on comptait pas isoler les murs parce qu'on se disait que bon bah voilà c'était une grange et qu'on allait rester avec un enduit simple et en même temps c'est toujours bien de pouvoir
ajouter un peu de confort, surtout quand on chauffe au bois ou au solaire et que chaque calorie compte. Donc on va aller vraiment regarder ces docks. Là-haut, en fait, on a fait un petit appart pour être hors du chantier. On l'a cloisonné avec une bâche juste pour enlever la poussière. Et l'idée, c'était de se dire, on sait qu'ici, c'est un chantier de longue haleine, que ça va être long, qu'on s'amuse. Ça se voit pas. Faisons-nous un tout petit espace cosy, fermé, chauffable. Là-haut, il y a un petit poêle, on a un lit double, il y a un lit pour notre fille, on a une grande table pour dîner, un canapé. Donc on peut monter et passer du temps ici. On a notre campement. Plus, quoi. Notre campement plus pour être là et passer un peu de temps. À savoir qu'il y a plein de systèmes qu'on a mis en place ici, type les panneaux thermiques, etc. Bon, la citerne, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire rapidement, mais il y a plein de systèmes qu'on a mis en place. Parce que on était aussi en train d'écrire ce livre on a eu ce projet de livre avec une mère et qu'on s'est dit que c'était intéressant. Sauf que nous, ça nous a un peu coupé dans le chantier d'aménagement. Il y a des choses qu'on n'aurait pas forcément fait dans ce sens-là. Donc par exemple, on aurait plus priorisé sur le sol et fermé la grange pour qu'elle soit hors d'air plutôt qu'installer des panneaux thermiques. Et en même temps, on a installé les panneaux solaires thermiques avant de faire le lambrissage. Ce qui nous a permis de penser à tous les réseaux, au passage de parois, à tous les trucs un peu chiants à faire une fois que tu es dans une bâtisse finie. Donc, ça nous a mis un petit coup d'arrêt à un moment parce qu'on s'est stoppé sur un truc où on voulait avancer sur du bâti. Et en fait, dans un projet d'autonomisation, réfléchir au réseau, réfléchir à ses besoins. Avant de faire un sol, avant de faire une isolation, c'est important. Et c'est là où, désolé, je reviens dessus, mais c'est assez pertinent, c'est que quand vous faites des correcteurs, vous pouvez passer des gaines. Oui, dedans, ouais. Et ça, c'est pour les personnes qui n'y auraient pas pensé, ça permet ce genre de choses, sans avoir les fameuses gouttières là qu'on voit, qui n'est pas physique, enfin qui n'est pas très... Bah nous, ici, tu vois, ici, on pensait tout faire passer par le sol. Donc c'est des trucs, mais on imaginait bien qu'on allait faire passer par le sol et qu'à certains endroits... C'est con, mais tu veux un inter ou tu veux un truc, et bah t'es obligé quand même de mettre une goulotte ou un tube de cuivre ou quelque chose, ou un câble apparent, tu peux l'assumer, mais voilà, donc ça c'est notre lieu de recherche. Donc c'est inexclu, c'est vous les premiers à venir nous voir. C'est tellement loin, on s'est demandé si c'était pas un guet-apens à un moment. Moi, je le dis. J'ai une question parce que vous êtes super positif et ça fait plaisir. Hein, on est tellement dans un monde maintenant dans lequel on voit le négatif partout. Allez, en point négatif, c'était quoi vos galères? Plutôt ici, plutôt à Saintin. C'est quoi ici? Parce que quand vous êtes arrivé là, je pense que vous saviez ce que... Pour nous, il n'y a pas de galère. En fait, on prend le temps de faire les choses. Ça prend peut-être plus de temps que ce qu'on avait imaginé il y a 4 ans en entreprenant ce projet, mais c'est pas des galères, en fait. C'est juste qu'il faut peut-être revoir un peu son planning initial, mais... Parfois, tu as des coups de mou parce que c'est pas ton métier. Donc, il y a des trucs, quand tu fais de la maçonnerie pierre et que tu te retrouves à tailler de la pierre et à apprendre à faire et qu'en fait, tu te rends compte que tu prends 2 fois plus de temps que ce que tu avais imaginé. C'est des moments où, moralement, tu te dis... Et puis, ça avance pas, et tu fais des enduits, et tu vois pas la fin. Et là, c'est chiant. Et c'est comme quand tu es dans une maison et que tu fais du carrelage et que tu n'en as jamais fait, et qu'en fait, tu as l'impression de pas avancer. L'élec, c'est pareil. La plomberie, c'est pareil. Donc, comme dit Alizée, on reprend le temps. Et franchement, on n'a pas eu de grosses déceptions, de trucs où on s'est dit, putain... Mais c'est hyper gratifiant de faire soi-même, en fait, de construire son habitat, de l'aménager soi-même, de savoir comment tout fonctionne, d'apprendre à le faire petit à petit. La maçonnerie, avant, on n'était pas maçon, maintenant, on sait comment faire, on a fait nos cadres de fenêtres. On n'est toujours pas maçon, hein, mais par contre... Mais c'est super, en fait, de se rendre compte que cette maison, on l'aura faite, quoi. Eh ouais. Bon, ça va, c'est top. Pour des non-maçons, je veux dire, puis va ramener des maçons ici. Je pense que... Moi, ils adoreraient peut-être, tu vois, tu passes un mois ici. Hein. Ici, on avait envie de faire un laboratoire test. Dans le premier temps, dans notre idée de recherche et développement autour des low-tech, on s'était dit que ça pourrait être un endroit super pour faire venir du monde. Des gens qui ont envie en fait de venir tester l'autonomie, des habitats plus ou moins autonomes, avec beaucoup de remontées d'infos, où tu vois en fait
combien tu consommes d'énergie électrique, combien tu en produis, combien tu consommes d'eau, combien de temps tu mets à la chauffer, etc. Donc vraiment tout un truc qui permet de se projeter dans une vie plus résiliente en voyant qu'on ne va pas forcément perdre du confort. On se rend compte, plus le chantier avance, que ça ne sera pas ici. Parce que plus ça va, plus cet endroit, on se l'accapare et c'est chez nous. On n'a pas forcément envie d'avoir du monde qui vient et qui vient tester. C'est des systèmes qui ont été pensés par nous et pour notre utilisation. S'il fallait faire ça pour du public, il faudrait que ce soit beaucoup plus pratique et des choses étudiées en termes didactiques, en termes d'infos, etc. pour que tout le monde puisse l'utiliser sans qu'on soit là à tout vérifier, etc. Parce qu'un bâtiment comme ça, c'est un bâtiment qui est vivant. Il y a plein de systèmes, il faut en prendre soin. Et tout à l'heure, tu disais en plaisantant, vous verrez que quand vous aurez fini les travaux, vous aurez envie de faire autre chose. Et je pense que un des projets qui peut être intéressant dans les années à venir, ce serait de multiplier les petits habitats. Donc que ce soit en zone montagne, près d'une rivière, dans une plaine, en forêt. Des petits habitats, pas forcément de la pierre, ça peut être des petites bâtisses en bois, des espèces d'unités d'habitation intermédiaires, mais qui permettent à une famille ou à des gens seuls de venir s'isoler pour écrire, de venir composer, de venir prendre conscience de ses consommations, de venir prendre conscience de ce que ça veut dire d'être autonome. Tu pourrais rentrer dans un petit bâti comme ça, tu as tous les systèmes, tu as des docs techniques qui t'expliquent comment ils fonctionnent, comment les fabriquer, comment ils ont été fabriqués, comment les entretenir. Tu as le temps en fait de te projeter un peu là-dedans. Et je pense qu'en offrant des expériences de vie aux particuliers, comme ça, en se rendant compte qu'on n'est pas dans un truc restrictif, qu'on ne perd pas de confort, et c'est peut-être comme ça qu'on va changer les choses et de donner envie en fait aux gens d'utiliser des panneaux thermiques, des panneaux à air chaud, une phytoépuration. Ah oui, tiens, sinon des toilettes secs, c'est pas si con, tu vois. Donc c'était vraiment, c'est une approche pédagogique, ludique qui permettrait de toucher le plus grand nombre. C'est un parallèle, c'est pas exactement la même chose, mais une des actions que je trouve hyper intéressante menée par le Low-Tech Lab en ce moment, c'est l'expérience de la biosphère. Ça a été fait à plusieurs endroits. Quand on a fait une en Thaïlande, après il y en a une qui a été faite avec Caroline dans le désert. Là, ils en ont fait une en milieu urbain. En fait, c'est des explorateurs de possibles en montrant qu'il y a plein de scénarios qui s'offrent à nous. Même à Boulogne, en région. Là, ils viennent d'en faire une, en milieu urbain, dans un appartement qu'ils ont surisolé avec tout plein de techno. Alors, t'as pas forcément envie de tout adopter, mais c'est ce genre d'expérience proposée au grand public qui permet d'ouvrir les consciences et de se dire ouais, c'est vrai en fait, je peux fonctionner comme ça. Donc, leur démarche est très intéressante et je pense que dans les années à venir, j'aimerais bien faire des habitats tests comme ça, réfléchir des habitats tests pour amener le public à réfléchir à ses consommations et à sa façon de vivre le futur. Alizé, Johan, vous nous avez fait un petit peu le tour de tout ça. C'est parti de quoi votre envie de mettre ça en avant? Parce que vous en avez parlé au début, mais maintenant qu'on aura vu plus en détail ce que vous nous avez montré, comment vous vous êtes dit, ok, notre vie, ça va être ça? Parce qu'à la base, vous étiez de région parisienne. On habitait tous les deux dans un appartement à Paris. On travaillait à Paris et en travaillant sur ces questions d'autonomie, on trouvait vraiment qu'on était en désaccord avec ce qu'on prônait. Du coup, on a acheté ce camion, un vieux camion de pompiers de 1986, qui est un camion autrichien, qu'on a transformé donc en maison itinérante, qu'on a équipé d'un atelier. Et on a commencé par passer 3 années en itinérance et en voyage, vraiment sur de la découverte. On est parti en Suède, en Norvège, en Allemagne. Après, on est parti en Portugal et en Espagne. Et toujours à la rencontre d'artisans, de nouvelles techniques et de rencontres avec des sociétés autonomes qui avaient aussi réalisé pas mal de low-tech, mais à des échelles de société. Donc c'était assez intéressant de voir comment on pouvait construire des systèmes pour autant de personnes et comment est-ce que c'était viable. C'est des systèmes dont on s'est inspiré et qu'on a après reproduit à l'échelle du camion, pour nous après les tester à notre échelle de 2, d'un groupe d'individus. On s'est rendu compte que certaines fonctionnaient bien et d'autres beaucoup moins bien du fait de l'itinérance, le fait qu'on soit mobile et aussi qu'on a un assez petit espace.
On ne pouvait pas tout stocker tout le temps. Et après ces 3 années de voyage hors France, on a aménagé cette remorque pour travailler en France principalement. Donc dispenser des ateliers de fabrication pour montrer tout ce qu'on avait découvert, tout ce qu'on avait appris, le partager avec d'autres. Et après 5 ans en camion, on a eu l'envie d'avoir un atelier de village. Donc cet atelier que vous avez vu à Saint-Ain, en Ariège, qui nous permet de tester les solutions et de garder tous ces systèmes pour les voir sur la longévité, voir comment ça fonctionne, et avoir cet atelier de village pour fabriquer ces systèmes qui nous permettent également d'équiper notre grange en montagne, à une demi-heure d'ici, et en réaliser un habitat autonome qui est la continuité finalement du camion, le tester sur l'échelle d'un petit habitat de 60 mètres carrés perdu en montagne. J'ai une petite question, je vais me poser à Johan. Merci Alizée pour ce retour. Quand on s'extrait de Paris et qu'on veut acheter de l'immobilier, ça fait très bizarre. Est-ce qu'on peut parler un chouïa d'argent? Parce que c'est quand même dingue entre la grange et ici. Parler un peu de surface pour que les gens aient quand même notion que parfois prendre des risques et partir plus loin de notre confort des villes. Est-ce qu'on peut parler un peu argent, Johan? Ouais, carrément. Nous, on avait du coup pas un énorme budget et on avait besoin de place puisque l'enjeu c'est quand même c'était d'installer un atelier et de pouvoir garer le camion. Ça fait beaucoup de paramètres en région parisienne qui valent une fortune. Nous, on a eu du coup le soutien de nos familles pour nous aider dans ces achats. Et ici, au village, le bâtiment qu'on a acheté, on l'a acheté 45 000 €. Pour combien de mètres carrés? Pour 600 mètres carrés. Excuse-moi, c'est fou. Et ça nous permet du coup de travailler. C'est à la fois notre outil de travail et on en a fait un espace de vie. Donc là, en ce moment, on est dans notre appartement qu'on habite avec notre petite fille et on travaille dans les 2 étages qui sont en dessous. On a aussi un lieu qu'on utilisait au tout début, qu'on a utilisé pour sortir du camion. On a fait un petit appartement parisien, 2 pièces, 35 mètres carrés, chiottes sur le palier. Ça vous a pas dépaysé comme ça? Ça nous faisait une transition un peu plus en douceur par rapport au camion, puis petit appart, puis ici. Et maintenant, c'est un appartement qu'on met à disposition soit de stagiaires qui viennent apprendre à fabriquer des choses à l'atelier et du coup qui logent ici, soit la famille, les amis. Et donc c'est quand même très appréciable et pratique. Et la grange? Et la grange... Pour avoir une idée un peu de la surface et le prix. La grange, pour le coup, c'est une grange qui fait 60 mètres carrés au sol. 6 000 mètres carrés, je crois, Il y a 6 000 mètres carrés de terrain et c'est pas accessible par piste, donc il faut y aller à pied. Et on l'a acheté le même prix que la maison ici. Ouais, c'est dingue. À peu près. Donc en fait, c'est juste que c'est des biens, autant une grange en estive avec un fantasme d'autonomie, parce qu'aujourd'hui, il y a eu ce fantasme en fait de se dire je vais retourner à la nature, je vais... On l'a tous eu. Voilà. Sauf que, en fait, il y en a beaucoup aussi qui ont acheté, les prix ont explosé, et il y a énormément de bâtis où les gens se cassent la gueule, ils passent un hiver, et ici c'est rude. Donc, quand nous, on a aussi testé longtemps la vie hors réseau et on peut pas dire autonome, mais en tout cas relativement marginal pour savoir qu'on était suffisamment solide pour se lancer dans ce genre de projet. Ah, le camion, ça vous a bien forgé, surtout en Suède, j'imagine, si t'arrives. Ouais, ou même... Dans le Massif central en hiver. On cherchait dans le Massif central, on a passé des mois d'hiver dans le Cantal. C'est encore plus raide qu'ici, quoi. Tu te réveilles le matin, il y a 1 mètre de neige. Enfin bon. Et du coup, à la grange, on est sur des biens qui sont très différents. La grange, ça fait fantasmer, donc les prix ont explosé, on n'est pas si loin de Toulouse, Bordeaux, tout ça, donc les gens... 2 heures à peu près? On est à 1h30, 1h45 de Toulouse, ouais, et puis on est à 2h30 de Bordeaux, donc 3 heures de Bordeaux, donc c'est des endroits encore relativement accessibles pour venir s'isoler vraiment. Ici, on est vraiment loin, à Saint-Ain, puisqu'on est en fond de vallée, on est quasiment le long de la frontière espagnole, on peut y monter à pied, et un bâtiment comme ça qui était complètement nu, le réhabiliter pour faire une habitation sur les 600 mètres carrés ou faire un projet hôtelier ou faire des chambres d'hôtes ou quoi,
c'est titanesque, même si le prix d'achat est pas énorme, c'est titanesque en termes de travail. Nous, en fait, on savait qu'on pouvait se lancer là-dedans parce qu'on voulait faire des ateliers et que nous, dans les ateliers, du coup, on n'a pas le même besoin, en tout cas, d'aménagement et de confort. Donc, c'est ça qui nous a confortés. Et donc, nous, on est arrivé ici en zigzagant en camion parce que, en fait, pendant la période... À un moment, au début de la période Covid, les frontières s'étaient fermées et on allait en Espagne et on s'est retrouvé bloqué en fait à la frontière. La vie est bien faite. Du coup, on s'est mis à sillonner l'Ariège en se rappelant qu'on avait vu des terrains il y a quelques années, enfin plusieurs années auparavant. Et on s'est dit, mais tiens, cette région, on l'avait quand même bien aimée. On avait fait de la randonnée avec des amis il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut faire un petit instant promotion? Donc vous êtes auteur, vous en arrivez à votre 3e livre, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des livres? C'est disponible, vous avez dit, aux éditions Ulmer. C'est l'instant promotion. Alizée, tu veux t'y coller pour nous parler un petit peu de tout ça? Donc on a ça depuis 2021. On a édité un premier livre avec Ulmer sous la collection Résilience qui s'appelle Objets low-tech du quotidien. Donc c'est un livre de notices qui reprend des systèmes assez petits qui peuvent s'installer autant dans un milieu urbain qu'un milieu citadin. Après, 2 ans après, on a écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle Low-tech et énergie directe. Donc là, qui reprend, c'est plus pour un milieu rural et ça va être des solutions et systèmes low-tech liés aux énergies solaires, à l'énergie du vent, à l'énergie de l'eau ou à l'énergie du corps. Et là, on s'est lancé dans une 3e aventure avec les low-tech au service d'un petit habitat. Donc, comment autonomiser un petit habitat via les low-tech. Autonomisation énergétique essentiellement d'un petit habitat. Oui. On pourra parler jusqu'à faire ses noix, Non. Mais c'est marrant, ça revient avec... on en parlait, je ne sais pas si on l'a filmé, mais il me semble, tu me disais qu'il y avait un gros problème de vision de l'autonomie. Une personne peut se sentir autonome parce qu'elle a 2 panneaux sur son balcon. Il y en a d'autres, il leur faut une ferme avec 35 têtes. Je pense que il n'y a pas un gros problème autour de ça. C'est juste on a des définitions qui sont différentes. Et nous, en tout cas, on a une vision, ou en tout cas dans le lexique, je trouve que c'est important, de ne pas parler forcément d'autonomie, mais parler d'autonomisation face à certaines choses. Et on s'autonomise face au réseau électrique ou face aux fournisseurs d'électricité en installant des panneaux solaires. On s'autonomise face à la grande distribution en cultivant un jardin ou en ayant des poules, etc. Mais on n'est pas autonome. Quelqu'un d'autonome, ça voudrait dire qu'il fabrique tout seul. Les matériaux, les ressources, les matières premières, l'énergie, la bouffe, et tu te rends assez vite compte que c'est pas possible, que c'est pas souhaitable. C'est une étape. En fait, parce qu'on m'a repris souvent, parce que c'est vrai que la chaîne, on dit c'est autonomie, on parle d'autonomie. On va dire que c'est un Graal presque, l'autonomie. Le reste, c'est plein de petites étapes. Tu choisis ce que tu veux comme étape. T'as peut-être pas envie de faire tes vêtements, mais peut-être que t'es passionné par le faire. Donc tu veux peut-être faire tes couteaux, mais pas faire tes vêtements, par exemple. Donc, c'est pour ça, c'est une autonomisation face à... Tu veux faire tes vêtements, et ben t'es en phase d'autonomisation face au système de la production de vêtements et de fast fashion. Tu fais tes outils, t'es autonome par rapport à ça. Mais voilà, c'est bien garder ça. Autonome en général, en global, c'est... Le mec qui est autonome aujourd'hui, ça va être... non, mais même pas, c'est un bushman, tu vois, qui habite sur une île déserte, tout seul, même pas forcément en groupe, si on parle d'autonomie. C'est quelqu'un qui est capable de tout faire tout seul. Je suis pas certain que ce soit à la fois souhaitable et que ce soit si courant, parce qu'on est quand même des animaux sociaux et que on vit ensemble parce que on a chacun des cordes à son arc. Et du coup, l'autonomie, c'est un terme qui est à la mode et qu'il faut relativiser, tu vois, mais... À la mode. À la mode de chez nous. Ouais, mais vous vous êtes lancé en 2017. Quand tu parlais d'autonomie en 2017, c'était comme le survivaliste, tout ça. Ouais. T'étais pris pour un taré. Un fou. Ouais, parce que les médias en avaient très mal parlé. Ils nous prenaient à chaque fois, comme d'habitude, les extrêmes. Des personnes très bizarres. Puis ils disaient, vous avez vu, tous ces gens qui veulent faire ça, c'est eux.
C'est marrant, on le voit surtout. Donc, Mais nous, on est parti en camion en 2017. On avait commencé bien avant à travailler du coup en région parisienne autour. Et on avait commencé avant le mouvement Van Life où on a vu que après, quelques années après, ça avait pris vachement d'ampleur, etc. Mais c'est vrai que ce soit travailler autour de la low-tech, des low-tech, en général dans la vie, des alternatives à nos modes de vie et des façons de vivre itinérantes ou un peu en marge du modèle classique, vous voyez bien qu'on était pris pour des furieux. Quand je dis que c'est à la mode, c'est qu'aujourd'hui, on a des éditeurs qui nous appellent pour faire des bouquins sur ce sujet. Il y a des vidéastes qui viennent filmer pour parler d'autonomie. Il y a, tu vois, sur les réseaux, on en parle beaucoup. Il y a quand même... Il y a un engouement. Je dis pas que tout le monde passe le pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de choses qui parlent de cette autonomie. Alors, disons autonomie, mais en ce moment, c'est un sujet de société. C'est quelque chose où on en entend beaucoup parler. Alors moi, je me suis aperçu que pendant le Covid, ça a explosé, pendant que les gens étaient enfermés. Je trouve que depuis un an, ça s'est beaucoup calmé. Et on le voit sur les statistiques, quand on a la chance de toucher plus de 400 000 personnes, on a quand même, on va dire, un panel un peu plus gros. J'ai été assez déçu. Tu sais, c'est un peu comme les maraîchers qui ont été très heureux de voir arriver des gens à une période. Et que ça retombe. Et j'espère que malheureusement, si ça repart, ce ne sera pas parce que les gens sont effrayés. Ce serait bien que les gens arrivent pas par nécessité au début, par curiosité. Est-ce que vous voulez nous laisser un petit mot de la fin? J'aime bien laisser une petite minute libre pour les personnes qui veulent échanger. Si des gens veulent vous retrouver, on a fait la pub, mais si vous voulez peut-être, je sais pas, la phrase qui donne envie de nous accrocher. Ouais, et surtout de garder en tête que les low-tech ou tout ce mouvement-là, c'est aussi changer son curseur de mode de vie actuel et peut-être ralentir, prendre le temps de faire les choses. Et quand on se met à vouloir ce genre de vie, on se rend compte qu'il faut avant tout changer un peu son habitude générale et c'est en général prendre le temps de faire les choses. Nous, on a choisi de s'installer dans un tout petit village. C'était une volonté. Quand on cherchait un endroit pour se poser, parce que moi j'avais vraiment envie d'avoir un endroit où avoir des machines, faire des tests plus gros, pas laisser les choses qu'on fait sur place, etc. On cherchait une petite échelle, un petit groupe d'humains pour pouvoir en fait faire société tous ensemble. Et nous, à la base, on est formé du coup, Alizé en design d'intérieur, textile, moi pour l'industrie. Enfin, on se retrouve ici à faire des choses qu'on n'était pas destiné à faire parce qu'on sait les faire et qu'on s'est amusé à le faire, qu'on a les machines pour. Mais tu vois, faire de la menuiserie pour des voisins, faire des fenêtres, faire des outils, réparer des soudures. La dernière fois, j'ai un voisin qui est venu parce qu'il avait éclaté un élément de sa fourche de tracteur et qu'il était hyper emmerdé, qu'il fallait redresser la pièce, que moi j'ai une forge et que je sais le faire. Et du coup, on a utilisé la forge. Et tu vois, c'est des trucs, je me serais jamais dit que j'allais réparer de la pièce agricole, tu vois. Et ça va pas devenir mon boulot. Mais en fait, d'avoir cette espèce de place dans le village. Bien ancré, ouais. Avoir un atelier dans un village, surtout un petit village isolé, on voit que c'est assez utile. C'est une demande. On est hyper content d'être arrivé ici. On a été très accueillis. On cherchait un endroit où on soit facilement dans la nature parce qu'on marche beaucoup et en étant en camion, on était dans des lieux superbes tous les soirs. Du coup, on avait envie d'un endroit où quand on regarde par la fenêtre, c'est grandiose. Tu vois. Et on l'a trouvé parce qu'ici, on est vraiment dans la nature et dans la montagne. Et en plus d'avoir ouvert cet atelier de village, au début, on avait l'idée de se dire ça va être un atelier partagé, peut-être qu'on va pouvoir faire venir des gens, il y a une demande. On s'est confronté à plein de normes, à plein de choses qui faisaient que finalement, on a reculé là-dessus et on avait plus envie de profiter d'avoir un espace de travail pour nous que de l'ouvrir. Mais on se rend compte qu'en fait, on trouve petit à petit une utilité à ce qu'on fait dans le village. Et ça, en fait, pour nous, c'est hyper valorisant. Même si on continue à travailler de la manière dont on a toujours travaillé et qu'on essaye de garder une même ligne éthique et que parfois, on répond à des prestations, on fait de l'agencement, on fait des dessins, on travaille avec d'autres assos, on travaille avec des particuliers sur des projets qui nous tiennent à cœur. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ouais, et en fait, on diversifié, quoi. On se forme continuellement. On se sent super libre et c'est ça qui est hyper agréable. Et parfois... Voilà, Alizé disait, c'est changer son curseur de mode de vie. Et
Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans ces zones rurales un peu reculées, qui sont en train de reboomer. Nous, depuis qu'on est arrivé, on rencontre plein de gens. Il y a d'autres artisans qui se sont installés aussi sur la place. Il y a plein de démarches alternatives chouettes. Et du coup, c'est que du bonheur. Vous êtes aux antipodes du cliché des parigots qui arrivent dans un village et qui ne veulent pas se mélanger à la population. Là, au contraire, vous êtes arrivés, vous êtes vraiment bien ancrés, quoi. Ouais, mais nous, on nous appelle pas les Parisiens, mais on nous appelle les Rocs, puisqu'ici, c'était la maison des Rocs avant. Donc, tu excellent. vois, comme ça, on a pris le c'est nom bien, des anciens tant mieux. propriétaires. Mais moi, je trouve c'est bon signe. C'est très bien. Alizé, Johan, merci à vous pour votre retour. Ouais, merci d'être venu nous voir.